on va commencer. Alors, donc, je vous laisse cliquer sur le lien. Et puis moi, je vais aussi partager mon écran pour qu'on puisse continuer. Voilà, donc la pédagogie de projet en français en première, c'est possible malgré le temps, malgré la pression. Et c'est bien l'idée, c'est de voir comment on peut travailler différemment et se faire aussi plaisir sans cette pression de l'EAF, en fait, ou en détournant un petit peu les règles basiques. Alors, au programme donc, de cette heure, je vous propose le constat initial, mais on en a déjà parlé, on vient d'en parler. Je vais vous présenter 3 projets que je réalise maintenant depuis 2 ans, pas 4, parce que avec le confinement de l'année dernière, je n'ai pas pu créer un projet pour le théâtre, pour mon dernier objet d'étude. Les intérêts du projet, et puis on va pouvoir voir aussi comment s'organiser, donc comment faire pour que ça soit vraiment possible, pour que ça soit possible sans que ça prenne trop de temps. Alors, quelle place pour l'enseignante ou l'enseignant pendant ces projets-là? Les outils, l'évaluation aussi. Qu'est-ce qu'un projet parfait? Et puis ensuite, si vous avez des idées, si ça vous donne envie, des projets. Moi, je vais vous présenter 3 projets en première, mais après, ils sont bien évidemment pas transposables, mais on peut en faire en seconde au collège. Voilà, je travaille de cette manière-là pour toutes les classes, au collège ou au lycée. Alors, pour commencer, mais le constat, c'est vraiment celui-ci, c'est qu'en première, au lycée, mais aussi en première pour le français, on est beaucoup limité par l'enseignement, par l'EAF, les enjeux donc de l'EAF, et puis un programme qui est figé, alors qui est plus libre en seconde, par exemple, mais en première, on a vraiment au choix 12 heures et on doit en choisir 4. Donc, des œuvres qui peuvent ne pas correspondre à la réalité de nos élèves, qui peuvent être difficiles à aborder. Et puis cette idée que nous, on a aussi envie, parce qu'on est enseignant de lettres, d'enseigner, de transmettre le rôle de la littérature, de transmettre le goût de la lecture, de montrer vraiment que la culture, la littérature, c'est universel, c'est intemporel. Et la prescription des programmes, cette pression de faire, alors 14 textes aujourd'hui, mais 20 textes normalement, cette pression qu'on a tendance aussi à nous faire oublier le rôle du français, parce qu'on va leur apprendre à s'exercer de la même manière avec le commentaire, la dissertation, l'explication de texte. Le seul moment en fait où on va avoir un avis personnel pour les élèves, j'entends, c'est sur la deuxième partie du bac, où ils vont pouvoir présenter l'œuvre qui leur plaît le plus. Et puis même si les programmes mettent vraiment en jeu l'idée que l'élève est au centre avec ses goûts et ses plaisirs et qu'on doit transmettre ce goût de la lecture, finalement, avec la pression du bac, cette partie-là a tendance un peu à disparaître. Alors, première question, et puis on a aussi, donc on a les enjeux du bac, hein, puis on a aussi la difficulté actuellement parce qu'on est en hybride ou à distance, où on a beaucoup de contraintes. Voilà, c'est difficile de les intéresser, c'est compliqué de les intéresser à ces œuvres qui sont parfois un peu, qui ne sont pas dépassées, c'est pas vrai, mais qui appartiennent à un autre monde. Donc pour faire le lien entre les deux, c'est pas facile. Première question, est-ce que vous avez des moyens? Alors, ça peut être en première, mais finalement, je ne sais pas pour les 2 autres, mais est-ce que vous avez des moyens, des astuces pour intéresser les élèves malgré la pression qu'ils subissent? Parce que les élèves en première, en terminale ont beaucoup de pression en ce moment. Alors, comment vous faites pour les intéresser au programme, pour les intéresser à ces œuvres, pour les sortir des exercices codifiés qu'on nous demande, qu'on leur demande aussi de savoir réaliser? Est-ce que vous arrivez à les motiver en première par d'autres moyens que par les notes et leur dossier? Oui, voilà, alors quand je lis les réponses, si vous voulez les regarder, vous pouvez revenir sur le partage d'écran sur le Zoom, intégrer l'usage des numériques, proposer des réalisations artistiques en prolongement des lectures. Voilà, nous on est parti, je suis aussi partie de ça, pour ensuite changer complètement la manière de travailler et inclure vraiment les projets
à l'intérieur de l'enseignement, travailler vraiment différemment les compétences en projet, en fait, avec les peer decks, avec les routines de pensée notamment. Petite pensée pour Julie, évidemment. Donc oui, l'intérêt, voilà, l'intérêt pour nous. Okay. Mais alors, c'est exactement cette idée-là. C'est vraiment quel est l'intérêt pour les élèves aussi en première. Je dis en première, mais pour les élèves au lycée, en fait, quel est l'intérêt pour eux, quelles compétences ils vont pouvoir travailler, qu'ils vont pouvoir réutiliser. C'est vraiment l'idée de placer les élèves en citoyens du monde et de voir que tout est relié, que la littérature est reliée. Voilà, donc l'objectif principal de ces projets, c'est de créer du lien entre deux mondes. Le monde de la littérature, le monde des textes imposés, quelque part, comment on fait pour intéresser des élèves aujourd'hui au XXIe siècle à la princesse de Clèves. Et bien, si la princesse de Clèves est toujours aujourd'hui au programme et si on l'aime toujours autant, c'est parce qu'on a des enjeux qui sont universels, qui sont intemporels. C'est pour ça que la littérature reste, c'est pour ça que les livres continuent de les intéresser, mais autrement que par des explications de texte, des commentaires, des dissertations, voilà, que des exercices codifiés justement. Donc l'idée là, c'est vraiment de faire émerger les enjeux des œuvres littéraires, ces enjeux qui montrent que ce texte est toujours présent et est toujours d'actualité, justement, faire entrer la littérature dans leur monde, les inviter à questionner le monde par les problématiques littéraires et questionner l'œuvre par les problématiques contemporaines. On est vraiment sur un échange entre les deux. Le monde va nous servir à interroger l'œuvre et l'œuvre va nous servir à interroger le monde. Voilà, on va faire le lien entre ces deux mondes, finalement. C'est au cœur des programmes. C'est vraiment au cœur des programmes du lycée, mais une fois, et même du collège, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est pris par la pression, on a tendance à s'en détacher ou à moins l'enseigner. Voilà, à moins enseigner. Donc, je vais vous montrer 3 projets. Alors, le premier, c'est un podcast. C'est un podcast qui est sur, je ne sais pas si vous connaissez, donc, alors Yolande, si, je suppose, mais le programme de première. Au programme de première, on a Baudelaire. On doit étudier Baudelaire. Moi, j'ai choisi Baudelaire. Et le parcours, c'est La boue et l'or, l'alchimie poétique. Voilà. Donc, ici, moi, ma manière de travailler, c'est que toutes les dernières heures de la semaine sont consacrées au projet et à la réalisation d'un projet, que ça soit seul, que ça soit en groupe, toujours. Et le travail de la semaine va servir à alimenter ce projet, en fait. Ici, les élèves devaient réaliser un podcast à partir d'une question qui était « L'art permet-il encore de transformer la boue en or ?» Donc, ils étaient par groupe de 6 et ils devaient réaliser cette émission radio. Alors, je vais vous montrer, donc si vous pouvez revenir sur le Zoom, je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. Alors, je ne vais pas vous faire écouter parce que ça dure 10 minutes à chaque fois. Ça, c'est la réalisation d'une des classes. On a créé vraiment un podcast avec une émission, une chaque jour, aux mêmes heures. Voilà. Et puis, on avait différents épisodes avec des thèmes choisis par les élèves. On a l'art dans la rue, l'art comme résistance, l'art en banlieue, les enfants de rue. Voilà. Alors, les enfants de rue a très bien fonctionné parce que les élèves sont partis interroger un cirque. On a un cirque dans la ville à côté de Rabat, à Salé, un cirque qui recueille les enfants des rues et qui les forme à devenir des circassiens. Donc, les élèves sont partis là-bas, ont interrogé, ont filmé aussi le cirque pour montrer que l'art, c'était aussi le cirque. Voilà. Et donc, ça a permis vraiment de créer une émission de radio complète. Alors, l'idée, c'est vraiment de changer le regard des élèves sur l'art. L'art, ce n'est pas seulement ce qu'on voit à l'école. L'art, c'est aussi le cirque. C'est aussi pour nous des fresques dans la rue, l'art de rue. C'est aussi la musique et de la musique contemporaine. J'ai un groupe cette année qui a travaillé sur le breakdance. Ça, c'est aussi de l'art. Voilà, donc on change le regard des élèves sur l'art. Ils devaient créer cette émission avec différents rôles. Donc, on pouvait avoir des critiques, on pouvait avoir le spécialiste, ils pouvaient interroger les principaux concernés, les artistes, etc.
Hop, et je reviens, pardon, sur mon bien deck. Voilà. Ils avaient 10 minutes. Alors ça se fait en 6 heures, au moins 6 à 8 heures de travail en classe et bien évidemment le reste à la maison. À la maison, ils se débrouillent. Donc, ce qui est pratique aujourd'hui, puisque même en hybride, ça ne pose pas de problème. Les élèves sont très bons pour faire des meets ou des zooms entre eux, se voir et travailler ce projet. Ça permet aussi de créer du lien, c'est important. Les contraintes ici, c'était que je voulais que ça soit contemporain. Je ne voulais pas que les élèves arrivent avec des œuvres d'art étudiées à l'école, justement pour voir les choses différemment. Je voulais que ça soit je voulais avoir des œuvres marocaines aussi pour valoriser l'art de leur pays, et puis différents arts. Pas que de la littérature, pas que des tableaux, non. Il fallait que ça soit quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Ça fonctionne très bien. Alors, les podcasts fonctionnent très, très bien. Pour ceux même qui sont plus petits, là, j'ai fait, pour la nuit des lectures, justement, j'ai fait un petit podcast avec les élèves de 6e qui ont lu un livre, les Robinson de l'île Tromelin. Ils ont lu ce livre-là et on en a fait un podcast. Succès assuré, ils sont toujours très fiers. Voilà, ça marche toujours très bien. Les compétences travaillées pendant ce projet, parce que c'est vrai qu'on se pose la question, oui, mais c'est du temps en moins. Non, ce n'est pas du temps en moins. Les compétences ici travaillées, ça va être que le podcast est réalisé un peu comme une dissertation, parce que les élèves vont apprendre que les exemples doivent être explicités. Forcément, il faut que ça soit clair, parce que les personnes qui vont écouter n'auront pas le tableau sous les yeux. Donc, ils vont apprendre à expliciter les exemples. Ils vont apprendre à structurer leur raisonnement, puisqu'ils vont partir de différents œuvres d'art auxquelles ils pensent, et ensuite, ils vont essayer de trouver des arguments pour répondre à la question. On est vraiment sur un exercice de dissertation, hein, quelque part. Et puis, ils vont aussi travailler, alors évidemment, la collaboration, le travail collaboratif, s'écouter, apprendre à se justifier, etc. Travailler l'oral. C'est moi, c'est le premier travail que je fais sur l'oral. Et avec l'enregistrement, ce qui est bien, c'est que les élèves vraiment s'enregistrent quand ils sont prêts, quand ils s'en sentent prêts. Ils sont capables de revenir en arrière, de changer, de modifier, etc. Donc, ils nous rendent un travail fini et qu'ils estiment, eux, fini. Voilà, donc premier travail sur l'oral pour travailler et le AF et le grand oral. Voilà, ça c'est mon premier exemple. Est-ce que vous avez des questions? Non, je continue. Vous n'hésitez surtout pas, je ne vous l'ai pas dit au début, mais c'est évident. J'ai une question en fait. Vas-y, Julie. Est-ce Ouais. que tu peux me détailler ce que vous avez mis derrière podcast en fait? Est-ce que c'est l'enregistrement de la totalité de l'œuvre ou alors est-ce que c'est certains passages ou des explications ou des débats? C'était une émission radio. Donc l'émission radio, donc c'était BNO, là, c'est le titre qu'ils ont trouvé pour cette émission radio. Et chaque jour, on avait un épisode avec un thème différent. Les enfants des rues, l'art en banlieue. Cette année, j'ai eu un travail sur la schizophrénie. Voilà. Et à partir, donc la problématique qui était la même dans les émissions, dans les 5 émissions, l'art permet-il encore de transformer la boue en or? Et ils y répondaient en fonction de leur thème. Deuxième exemple, les plaidoiries. Alors ça, c'est un succès aussi assuré, que ça soit en seconde ou en première ou même en troisième, hein, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà réalisé avec des troisièmes. Les plaidoiries, faire écrire aux élèves des plaidoiries, seuls ou à deux, ça fonctionne très bien. Les élèves s'engagent vraiment sur ce travail parce qu'on va leur demander leur point de vue et on va leur demander de plaider vraiment pour ce qu'ils ressentent, ce qui les touche. Moi, je leur demande de s'indigner. Je pars d'Indignez-vous de Stéphane Hessel. Je pars aussi du concours, c'est sur le modèle du concours du Mémorial de Caen, du concours de plaidoirie du Mémorial de Caen. Alors ici, c'est facile parce qu'il y a 4 ans, la gagnante était une lycéenne de Rabat, de Casa, sur le harcèlement sexuel et sur les violences faites aux femmes au Maroc. Donc, ça a tout de suite un grand impact quand on leur montre cette vidéo parce que c'est leur réalité, vraiment. Et puis, plus on leur montre les plaidoiries, plus les élèves retrouvent tous les types d'arguments qu'on peut voir. Voilà. Donc, ce projet-là se détache un peu plus des œuvres intégrales, de l'œuvre étudiée, mais il va permettre vraiment de mettre en place, de comprendre et de mettre en place toutes les stratégies argumentatives
dont on leur demande d'étudier, qu'on leur demande d'étudier dans un texte, et puis dont ils doivent s'emparer pour la vie en général, mais aussi, pour l'oral, pour l'écrit, pour le bac, etc. Voilà, donc quand on leur montre en fait les différentes plaidoiries, quand on regarde toutes les plaidoiries, vous avez tout sur YouTube. Alors certaines vont les toucher, d'autres non. C'est ce qui est intéressant justement, de voir pourquoi ça vous touche, pourquoi ça ne vous touche pas, quelle stratégie est utilisée, est-ce qu'on est dans de la persuasion, est-ce qu'il est en train d'essayer de vous convaincre, est-ce qu'on a un argument d'autorité. Voilà, petit à petit, les élèves vont trouver eux-mêmes les stratégies utilisées dans les plaidoiries, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas, pardon. Et puis ensuite, on va leur demander d'écrire une plaidoirie. Voilà, sur le thème qu'ils souhaitent. Alors là, c'est génial et ils sont vraiment contents parce que c'est rare qu'on leur demande vraiment ce qui les touche profondément. Alors, on en a qui ont du mal à trouver justement ce qui peut les indigner. Et puis pour certains, c'est trop vague parce qu'ils sont sur la société en général. Mais c'est vraiment un sujet qui les touche. Et donc, à partir de là, leur engagement va être plus important. Ils vont pouvoir défendre leurs idées devant les autres. Et ça permet de travailler l'argumentation, ça permet de travailler leur engagement citoyen. Là, on est vraiment sur un élève au centre du projet. Et puis, ça va permettre aussi de travailler l'oral, puisqu'on rajoute au projet précédent ici le corps, le regard. Voilà, pour plaider, il faut savoir regarder, il faut savoir gérer ses gestes. Voilà, donc ça fonctionne aussi très bien. Moi, je fais un concours qui a commencé juste sur les premières et puis maintenant qui est sur tout le niveau première. Tout le niveau première et puis ça devient habituel. C'est vraiment rendu pérenne aujourd'hui parce que les élèves qui ont gagné l'année dernière et qui sont aujourd'hui en terminale sont les jurys des élèves de première qui passent et le public est composé des élèves de seconde. Donc finalement, ça touche les 3 classes de lycée. Voilà. Et ça fonctionne plutôt bien parce que même les élèves qui ont du mal à s'engager dans ce travail-là vont aussi écouter. Donc, c'est très, très important. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour celui-ci? Et alors, ça fonctionne même avec des troisièmes, par exemple, pour commencer l'argumentation. Vraiment, ça fonctionne très, très bien. Et puis, ils peuvent aussi, les troisièmes, déclamer leur plaidoirie devant des élèves plus petits. On est sur un engagement citoyen aussi, sur le parcours citoyen. Ça les intéresse, ça leur permet d'apprendre, d'avoir une écoute de plus en plus fine, etc. Alors, je termine. Le troisième projet, c'est la réécriture d'une œuvre par les réseaux sociaux. J'en profite pour vous dire, si ça vous intéresse, qu'on va bientôt mener une formation sur Cifadis avec une collègue, Erel Jaffrenou, sur justement la réécriture d'une œuvre par les réseaux sociaux. Je vous parlais tout à l'heure de la princesse de Clèves et de Madame de Lafayette. Et donc, le lien se fait assez facilement entre la cour du roi Henri II et Instagram. Voilà, un monde de paraître, un monde d'illusion. Et Instagram est dans la réalité de nos élèves, la cour du roi Henri II, un peu moins. Mais très vite, on va comprendre que les rouages de la société sont exactement les mêmes. Ici, le parcours, c'est individu, moral et société. Donc, les élèves peuvent s'identifier aussi assez facilement, justement, avec les problématiques de cette œuvre. Est-ce que je suis ce que la société me dicte? Est-ce que je suis ce que mon cœur me dicte? Quelle vertu, quelle valeur, moi, je me donne entre les deux? Qu'est-ce que je m'impose, moi, en tant que personne? Où est ma place? Voilà. Et donc là, les élèves devaient réécrire des passages de La Princesse de Clèves sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux étaient acceptés à partir du moment où c'était justifié, parce que je leur demande après de justifier bien évidemment leur choix. Et voilà, donc ça leur permettait de se questionner sur le monde d'illusion de La Princesse de Clèves, de mieux s'approprier l'œuvre. Vraiment, les élèves vont mieux s'approprier puisqu'ils vont pouvoir s'identifier, ils vont faire des recherches sur le personnage. Et puis, donc, se questionner sur le monde d'illusion du roman, se questionner aussi sur le monde d'illusion des réseaux sociaux, évidemment, qu'ils ont à portée de main, mais de pouvoir vraiment faire ce pont entre le XVIIe siècle et le XXIe siècle,
Et donc, ce que je vous disais aussi au début, dégager quelque part des problématiques qui sont, encore une fois, contemporaines, en fait. C'est ce qui fait la valeur des livres, hein, de la littérature. Questionnement sur le roman d'analyse, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Quel réseau social j'utilise quand on est sur un moment d'analyse, justement? Est-ce que je vais utiliser Twitter? Est-ce que je vais utiliser Instagram ou Facebook? Donc, en fonction de ce que je veux dire, en fonction de ce que je veux montrer, lequel vais-je utiliser? Travail en groupe aussi. Alors là, le retour a été compliqué parce qu'on était en confinement, donc on n'a pas pu aller au bout. L'idée, c'était vraiment qu'à la fin, ils présentent une partie et ils justifient tout leur choix. Voilà. Ils devaient aussi se questionner. Ce qui était important, c'est un questionnement sur les réseaux sociaux. Quelles traces laisse-t-on sur Internet? La princesse de Clèves finit par se retirer dans un couvent. Si elle avait Instagram, est-ce que le duc de Nemours aurait mis autant de temps à la retrouver? On ne sait pas. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions sur celui-ci ou sur les trois? Non? Au niveau de l'organisation, on va aller un peu plus loin dans l'organisation. Oui, vas-y, Yolande? Oui, en fait, je voudrais savoir, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait? Il créait une page Facebook Mademoiselle de Chartres ou Monsieur de Nemours Exactement. C'est ça? Oui, exactement. Ils ont créé les pages de la princesse de Clèves sur Instagram et ils devaient trouver des images. Alors après, il faut trouver, voilà, il faut bien leur expliquer sur ce type de projet, c'est un peu plus lourd, mais libre de droit, évidemment. Ils devaient trouver des citations, donc quelles phrases ils voulaient mettre à ce moment-là. J'ai aussi des élèves qui ont imaginé le prince de Clèves qui rendait compte de sa première rencontre avec la princesse, les conversations privées qu'ils pouvaient avoir, tous les huis clos qu'il y a, comment est-ce que justement ils pouvaient en rendre compte, comment les personnages pouvaient en rendre compte à côté, à d'autres personnes. Voilà. Ouais, ok. Ah ouais, c'est très bien. Donc voilà, si ça vous intéresse, petit parcours ensuite pour aller plus loin. Alors, est-ce que, donc maintenant, si vous revenez sur le Peer Deck, est-ce que vous voyez les plus-values? Alors pour vous, quelles sont les plus-values de ces projets pour les élèves? Alors voilà, si je lis donc implication, motivation, les élèves sont obligés de lire. Je suis d'accord, c'est pas facile de motiver les élèves pour lire quand on a plein de résumés sur Internet. La dimension créative qui permet une expression de l'élève en tant que personne, c'est ça, c'est-à-dire faire de nos élèves des personnes qui sont capables de s'exprimer, d'avoir des opinions, pas que des élèves, des personnes. La motivation, prendre du plaisir en s'appropriant l'œuvre, exactement. La connexion facilitée avec leur vie. Voilà. Et puis prendre du plaisir parce que l'école, c'est aussi du plaisir et c'est aussi travailler les compétences avec du plaisir. Voilà. Je ne suis pas sûre que beaucoup d'élèves, je parle surtout au cycle terminal, hein, prennent vraiment du plaisir en venant à l'école avec toute la pression, encore une fois, qu'ils ont. Dans nos établissements, ils se doivent aussi d'avoir un bon dossier. Donc, on a toujours cette pression-là qui peut être compliqué à gérer pour eux, et ce sont après tout que des adolescents, hein. Et le lien avec l'EMI. Voilà. Donc, oui, les intérêts de cette pédagogie de projet qui peut se mettre en place sur tous les niveaux, évidemment. Ce qui est important, là, ce que je voulais vous montrer, c'est que, oui, même en lycée, même avec un bac, on peut faire de la pédagogie de projet parce qu'on peut travailler les compétences différemment. L'intérêt, donc, il est scolaire parce que les compétences sont travaillées, parce qu'on est en lien avec le programme. On ne fait pas un projet pour faire un projet, on fait vraiment un projet pour voir un autre côté de l'œuvre, pour comprendre que le français, ça sera utile toujours, à chaque instant de la vie. On a besoin de pouvoir s'exprimer correctement, de pouvoir se justifier, de pouvoir appuyer son idée. Donc, ça donne aussi un intérêt personnel, la créativité, justement. Et puis, le projet, quand il touche sa réalité, quand on leur demande de choisir un sujet de plaidoirie, vraiment quelque chose qui les révolte, ça permet vraiment un engagement plus important de la part des élèves. On est sur des élèves qui sont engagés, sur des élèves qui sont motivés, qui ont envie.
Ça permet aussi, ça dépend des projets évidemment, de faire des travaux collaboratifs, de créer du lien notamment maintenant. Moi, les élèves, même mes élèves de 6e, créent des meets, je vais dans les salles et ils travaillent les projets en groupe. Vraiment, ils savent travailler en groupe, ça s'apprend évidemment, ça s'apprend, ça se suit, ça s'accompagne, mais le travail en groupe et le travail collaboratif est rentré dans les méthodes d'enseignement, dans des pratiques, je veux dire, d'enseignement quotidienne, quoi. Tous les élèves trouvent leur place sur un travail collaboratif, même les élèves qui décrochent un petit peu ou qui se disent « moi, le français, c'est pas pour moi, j'arrive pas, je sais pas écrire ». Eh bien oui, mais le podcast, c'est à l'oral, la plaidoirie, c'est à l'oral. Là, on va pas travailler ça de cette manière, donc ils vont travailler l'écrit d'une autre manière, ils vont trouver leur place. Sur le premier projet, par exemple, parce que le premier podcast sur la boue et l'or, je commence par leur montrer des clips de Gaël Faye et d'Abdel Malik pour leur montrer que l'art, ce n'est pas juste des livres. Et là, tout de suite, des élèves vont faire le lien avec ce qu'ils connaissent, avec ce qu'ils écoutent. On va aussi pouvoir engager plus d'élèves. Voilà, en changeant, en rentrant dans leur monde, on peut en engager plus. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est la valorisation de leur travail. On a tendance à le faire dans les petites classes et on a tendance à l'oublier dans les grandes classes. Mais la valorisation du travail, une production qui rend fier l'élève, qui n'est pas, encore une fois, juste une dissertation ou un commentaire, mais bien un travail créatif, construit, etc. Ce projet-là va rendre les élèves fiers. Il faut penser, quand on fait un projet aussi, à ce qu'on en fait de ce projet. Est-ce qu'on l'expose sur le site Internet? Est-ce qu'on l'expose à la vue de tout le monde? Les émissions radio, les podcasts, ce qui est bien, c'est qu'on fait un QR code, on peut les mettre dans l'établissement. Les élèves, tout le monde s'interroge, se demande, tout le monde va aller écouter. Voilà, on peut faire des expositions au CDI selon ce qui est fait. Mais si le premier projet est déroutant pour les élèves, très vite, ils y prennent goût, très vite, ils prennent du plaisir et ensuite, vraiment, ils demandent quel sera le prochain projet. Quand je donne mes plans de travail, tout de suite, ils regardent le projet, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont créer. Voilà, ne pas oublier que le français, c'est aussi de la création. Alors, si vous voulez vous lancer, donc c'est vraiment aussi retravailler le projet pour que ça ne soit pas juste quelque chose qui vienne à la fin, mais que ce projet permette de travailler les compétences différemment. Donc, on doit vraiment avoir un lien entre le programme et le projet. Il faut penser que le projet va venir développer des compétences, travailler les compétences, ou beaucoup mieux s'approprier une œuvre, créer quelque chose en lien avec le programme. Il faut penser aux ressources personnelles que ça va impliquer chez les élèves. Les élèves vont devoir s'impliquer, ils vont pouvoir aussi avoir un sentiment d'appartenance à un groupe, ce qui peut ne pas être négligeable, notamment dans ces temps d'enseignement à distance ou d'hybridation, parce nous, on est en hybride depuis septembre, donc les élèves sont 15-15, ils se sont quasiment jamais vus. L'écoute dans le groupe, donc travailler en groupe, travail collaboratif, etc. Toutes ces compétences-là qui vont être travaillées. Les ressources matérielles, de quoi va-t-on avoir besoin? Donc, ça peut être évidemment le programme, mais les besoins aussi à anticiper. Logiciel, Internet, est-ce qu'on a Internet dans la salle? Pardon. Est-ce que j'autorise les élèves à utiliser leur téléphone? Quel sera leur support? Pour l'enregistrement, s'ils doivent s'enregistrer pour les petites classes, il vaut quand même mieux le faire en classe. Donc, est-ce que j'ai un bon micro? Comment je fais? Qu'est-ce que je fais des autres élèves de la classe à ce moment-là? Voilà. Et puis, les ressources organisationnelles, le temps, combien de temps ça va me prendre? Comment j'organise? Est-ce que ce qui est bien, c'est que les élèves apprennent aussi à s'organiser. Donc, gagnent en autonomie, gagnent en responsabilité. Mais il faut bien évidemment les accompagner parce que les élèves ont aussi tendance, notamment sur toutes les phases de recherche, à perdre beaucoup de temps et à se... Alors, je pensais à mes 6e qui vont perdre beaucoup de temps dans les recherches, mais je peux aussi penser à mes premières qui, dans le travail à la maison, vont squeezer toute cette partie-là, donc il faut rattraper cette heure-là. Donc, l'organisation du temps avec eux, leur proposer un plan de travail, leur apprendre à faire eux-mêmes leur plan de travail au fur et à mesure. Vous n'hésitez toujours pas si vous avez des questions ou si je vais trop vite. Tout va bien. Alors, dans cette pédagogie-là aussi, dans la pédagogie de projet, la place et le rôle de l'enseignant.
vont évoluer. L'enseignante va organiser le projet, le définir, gérer le temps donné, les espaces de travail, le temps en classe, le temps hors classe, gérer les groupes aussi. On va devoir vraiment penser dès le début aussi à la valorisation, à la diffusion. Et puis, on va aussi prévoir un retour réflexif de l'élève. Parce qu'à la fin du projet, ce qui est important, c'est que l'élève se rende compte aussi de tout ce qu'il a créé, des compétences qui ont été mises en œuvre, de ce qu'il a acquis au fur et à mesure de ce projet. Donc, le retour de l'élève est aussi très important. Pensez à prendre le temps de présentation, le temps d'un retour réflexif. L'enseignant va aussi créer une atmosphère propice au travail. Il faut accepter le bruit, parce que sur un travail en groupe, on a du bruit. Alors, même si on a moins d'élèves en ce moment pour certains d'entre nous, voilà, on a beaucoup moins de bruit. Et même maintenant, des fois, on est obligé de demander aux élèves de parler parce qu'ils continuent à chuchoter. Il faut qu'on accepte le bruit, il faut qu'on accepte les erreurs. On ne doit pas exiger un projet parfait digne d'un élève en licence. Voilà. Donc, on peut aussi accepter les erreurs, on peut accepter que l'élève se trompe, justement, c'est ce qui est intéressant. Les confrontations dues au choix, parce que l'avantage du travail collaboratif, c'est bien que les élèves doivent justifier leur choix entre eux, mais bien évidemment des confrontations au lieu. Donc, on est aussi là pour les gérer, pour leur apprendre à travailler en groupe et à argumenter. L'enseignant va faire du lien entre ce que l'élève a appris en amont, ce qu'il est en train d'apprendre en créant et ce qu'il va apprendre. Ce qui est important, c'est aussi vraiment de faire ce lien-là. Qu'est-ce qu'on a vu? De quoi tu vas te servir là? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Quelles sont les compétences que tu es en train de travailler? Et donc, à partir de ces compétences, qu'est-ce que tu as appris de ce projet? Sur quoi tu as évolué? En quoi ton regard a-t-il changé? Et puis, on doit aussi apprendre donc à lâcher prise, à laisser les élèves faire leurs erreurs, manipuler. Il faut qu'on accepte sur ce type de pédagogie de se mettre en retrait et d'accompagner les élèves. On est vraiment là pour les accompagner, pour les guider, mais ce sont les élèves qui sont maîtres de leur projet. Donc, à la base, nous, on ne doit pas avoir un projet, un but bien défini, non. C'est le projet de l'élève, il est au centre de ce projet-là. Des contraintes, oui, parce que c'est important aussi d'en avoir. Justement, il ne faut pas qu'il y ait faut pas que ça soit du laisser-aller. Il faut vraiment qu'on soit là pour les accompagner, mais les laisser faire aussi. Et on est là, nous, pour donc définir les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être qui vont les accompagner tout au long du projet. Alors, quelques outils qui peuvent être connus, pas mal connus. Des outils pour travailler. Alors, nous, on travaille avec Classroom, avec Google, donc on utilise souvent Google Doc, mais on a aussi Framapad et MLFpad, très important pour tout ce qui est travail collaboratif. L'avantage quand on est en hybride, justement, avec MLFpad ou Framapad, c'est vraiment que le travail peut être commencé en classe et fini à la maison, et inversement. Parce qu'on sait bien aussi que les feuilles se perdent, voilà, c'est un élève qui l'a, on ne va pas le retrouver, etc. Carte mentale avec Framinmap, mais je crois que c'est en train de finir. Google Drive, Padlet, voilà, donc pour collaborer. Et puis les outils pour créer, pour l'enregistrement audio, encore pour créer des podcasts. Audacity pour s'enregistrer, pour faire les montages. Les élèves sont très doués hein. Sur ça, on peut aussi leur faire confiance. Mais pour travailler, pour leur montrer des outils un peu, pour leur montrer la différence entre les outils personnels et les outils professionnels, on peut leur montrer Audacity. Voilà. Je pense que là, sur ce type de projet-là, ce qui est aussi important, c'est de leur montrer la différence entre ce qu'on utilise personnellement, WhatsApp, Discord, etc., et ce qu'on va utiliser professionnellement. On demande aux élèves de respecter ça pour nous. Nous aussi, on doit respecter ça pour eux. On doit leur apprendre à respecter ça. Si vous avez envie de créer une exposition virtuelle, c'était mon premier projet en première quand je suis arrivée ici, Easy Travel, créer une exposition virtuelle avec des images, avec des tableaux. Voilà. ThinkLink et Genially pour les images interactives. Donc, par exemple, pour les projets, pour les plus petites classes aussi, ça fonctionne très bien. Présenter un livre avec Genially, créer son propre héros avec Genially. Et puis, c'est vrai que je n'ai pas mis, mais vous avez aussi Calameo et Book Creator pour tout ce qui est écriture collaborative, écriture longue.
les romans, tout ça. Je pensais justement à une de mes collègues qui a fait créer à ses élèves de seconde des caractères marocains. Voilà, et qui a fait un beau compte rendu sur Book Creator. Pour les films, pour les montages, là c'est pareil, on en a plein aujourd'hui, mais on a des logiciels comme Windows Movie Maker qui sont simples, faciles d'accès. Et puis évidemment, les élèves ont donc leur téléphone, leur tablette, les ordinateurs et les QR codes. Est-ce que ça va? Est-ce que je vais trop vite? Dites-moi. Ou si vous avez des questions. Non, très bien. Alors, je continue. Et puis le projet, comme on a dit, c'est aussi travailler différemment, mais les mêmes compétences. Donc, on peut évaluer, voire même on doit l'évaluer. Critères de notation, ce qui est bien, c'est quand c'est fait en amont avec les élèves, quand c'est clair aussi pour eux. Donc, si c'est fait avec eux, normalement, c'est clair. Avec des échelles descriptives, par exemple, ça fonctionne très bien. Parce que des fois, on se retrouve avec des projets, puis on ne sait pas ce qu'on va évaluer. Alors, est-ce que j'évalue la capacité personnelle de l'élève? Est-ce que j'évalue l'ensemble? Est-ce que j'évalue le contenu? Est-ce que j'évalue l'esthétique? Tout ça, la créativité. Là, ce qui est bien, c'est de faire vraiment avec les élèves, de créer ces critères de notation pour les accompagner, pour qu'ils sachent aussi ce qui va être évalué. On va noter la production, mais aussi le cheminement. On va surtout noter, par exemple, les compétences du travail en groupe, de savoir argumenter, d'utiliser l'écrit pour imaginer, d'utiliser l'écrit pour apprendre. Voilà. On arrive aussi à une difficulté qui est réelle, c'est celle de noter le groupe. Parce que dans un groupe, on va avoir des élèves qui vont moins être engagés que d'autres. Et c'est assez compliqué, surtout quand la note est très importante, notamment au lycée. Donc c'est une difficulté à laquelle il faut penser. Un feedback, donc prendre le temps de faire un point après le projet, de se poser la question, de retourner, parce que ça demande beaucoup d'investissement de la part des élèves, ça demande un investissement aussi sur leur temps personnel. Donc c'est important qu'il y ait un vrai retour après la valorisation. Le retour est aussi important. Voilà, je continue. Alors, voilà, pour moi, le projet parfait réunit ces 4 blocs. L'appropriation de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Voilà. L'élève doit s'approprier ça. Donc, ça nous permet de se dire, le savoir, ça peut être une œuvre littéraire, mais ça peut être aussi un siècle, ça peut être un mouvement littéraire, etc. Savoir-faire, est-ce que les élèves vont apprendre à écrire? Est-ce qu'ils vont apprendre à parler? Est-ce qu'ils vont apprendre à faire des recherches? Savoir-être, est-ce que les élèves ont vraiment appris à travailler en groupe? Est-ce qu'ils ont réussi à être dans une démarche d'élève, etc. Le projet en français, mais je pense que ça fonctionne aussi pour les langues notamment, doit lier la culture, la littérature et l'actualité. Voilà. Et doit être en lien avec les objets d'étude. Vraiment. C'est vraiment c'est l'idée, donc faire entrer de la littérature dans le monde actuel, dans le monde des élèves plutôt que dans le monde actuel, et à l'inverse, questionner le monde avec la littérature. Et la littérature avec le monde. On est vraiment sur un pont entre les deux. Travail d'équipe, pas forcément pour tous les projets, parce que par exemple, pour les plaidoiries, certains veulent être seuls. Tant mieux, parce que c'est un projet, ils doivent trouver un thème qui les touche. Donc, évidemment, on ne va pas se mettre avec quelqu'un avec lequel on aura du mal. Et puis, une production finale valorisée et partagée. Donc, se poser la question dès le début de la valorisation, du partage dans la classe, à l'extérieur de la classe, aux parents aussi. Concours de plaidoirie, les parents sont invités, les podcasts peuvent être partagés aux parents. Sur les petites classes, évidemment, les partages aux parents se font, mais finalement, on perd cette idée-là au fur et à mesure qu'on avance dans les années, alors que c'est aussi important que les parents soient fiers de leurs enfants pour autre chose que pour les notes, quoi. Voilà, ça permet aussi de créer du lien et de tisser du lien avec les parents qui vont pouvoir en discuter, qui vont pouvoir s'interroger sur les idées de leurs enfants, etc. Voilà. Alors, est-ce que ça vous donne des idées? Est-ce que vous avez, en écoutant cette petite présentation, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, je ferais bien ça?
je ferais bien ce projet-là. Moi, c'est 1 heure par semaine, vraiment toutes les semaines, tous les vendredis. Vendredi après-midi, l'attention des élèves est un peu, voilà, a tendance à baisser un peu. Alors, est-ce qu'on peut nous partager les idées? J'ai un grand oui. Alors, c'est chouette, ça fait plaisir. Est-ce que tu aurais des idées à partager? Parce qu'on est dans un échange de pratique aussi, un temps d'échange de pratique. Donc, si on peut se donner des idées. Avec le programme de seconde, par exemple, ou de troisième, ou de sixième, et faire écrire les élèves, leur faire écrire des romans, des histoires. Et puis pour terminer, pour faire un petit bilan, je vous ai mis... Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent encore obscures ou difficiles à mettre en place? Ça peut être aussi, c'est bien beau sur le papier, mais en vrai, en classe, j'ai pas le temps. Ça peut être ça. Ou alors, je ne vois pas du tout comment je peux mettre ça en place avec mes élèves, avec l'hybride, avec l'enseignement à distance. Voilà. Ou ça, c'est important et je sais que je vais pouvoir le réutiliser. Donc, je vous propose cette dernière question. Enfin, ces dernières questions avec la petite routine pour synthétiser. Alors, est-ce que j'ai un exemple d'un plan de travail? Oui, mais alors... j'ai des exemples de plans de travail, mais je t'avoue que je vais suivre ces samedi à 10h. Sylvain Connac va nous présenter les plans de travail, justement. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant. Je vous mets mon adresse mail dans le chat, comme ça, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, vous n'hésitez surtout pas à revenir vers moi. Voilà. Si vous vous dites, tiens, j'ai envie de faire ça, mais je ne vois pas comment faire, vous n'hésitez surtout pas. Ou alors vous êtes bloqué juste parce qu'il vous manque un outil, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Je suis là. Si je peux partager, tant mieux. C'est vraiment l'idée. Alors, je vous mets donc... Ah non, c'est pas ça. Hop. Voilà. Je vous mets mon adresse. Ah, voilà. Ah, bah, c'est bon. Hop. On est à côté. Céline, tu me dis... tu as mon adresse mail, de toute façon. Hop. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques. Alors, difficulté d'organisation dans le contexte du bimodal, c'est ça? Écoute, ça dépend de comment fonctionne ton établissement. Nous, on est à une semaine. Et même sinon, quand on est par exemple en même temps à la maison, moi aussi j'ai 15 en classe et 15 à la maison. Mais en même temps, exactement, c'est aussi ce que j'ai. Et ça fonctionne parce que, alors pour les travaux en groupe, j'ai le Meet, donc, mais après ça peut être selon les plateformes, ça dépend. Les élèves, je leur demande, donc j'ai un responsable par groupe que je désigne, et c'est le responsable du Meet qui crée le Meet pour le groupe. Il crée le Meet pour le groupe, et puis il me met le lien dans le chat, comme ça, moi je passe dans les salles, je passe dans les différents Meets, je donne des conseils, j'écoute où ils en sont. Voilà, comme s'ils étaient en classe et que je passais au milieu des groupes, je fais la même chose, mais à distance. Avec un temps au début de l'heure et un temps à la fin de l'heure, tous ensemble, évidemment, pour pouvoir quand même les structurer. Et ça fonctionne parce que la semaine d'après, ils reviennent en classe et je vérifie évidemment ce qui a été fait, si ça a bien été fait, etc. Donc, alors, soyons honnêtes, en 6e, c'est peut-être un peu compliqué, mais en même temps, ça fonctionne pas mal sur pas mal de groupes. Hein. Alors, la chanson d'Abdel Malik, bien sûr, et ben c'était sur l'exposition au musée Le Jeune Noir à l'épée. Voilà, moi j'ai travaillé sur Irruption de Gaël Faye et Le Jeune Noir à l'épée.
d'Abdel Malik qui est parfaite. Hein, c'est une chanson parfaite à écouter pour le plaisir, mais aussi à travailler puisqu'il est dans un musée. Donc, et qu'il fait sa performance devant le tableau. Donc, c'est vraiment chouette, quoi. Voilà. Alors, le titre du film marocain sur les plaidoiries. Ça, si tu tapes concours du Mémorial de Caen sur YouTube, je crois que c'était en 2017 qu'elle a gagné. Donc, c'est la gagnante du concours du Mémorial de Caen des plaidoiries des lycéens, concours des lycéens. Très intéressant. Vraiment, c'est une plaidoirie à chaque fois, ça donne des frissons et les élèves sont aussi sensibles que nous à ce type de plaidoirie, quoi. Donc, ça fonctionne très bien pour les engager. Et bien voilà. Alors, donc, vous avez mon adresse si vous souhaitez avoir plus de détails, même si vous souhaitez qu'on s'appelle à un moment, vous voulez plus d'explications, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Et puis voilà, merci à tous.